Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Marianne qui va nous parler de la manière dont elle a vécu la grossesse et aussi le rapport qu'elle a entretenu avec son corps avant, pendant et après cette période. Bonjour Marianne. Bonjour Céline. Merci à toi d'être venue et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Merci, avec plaisir. Dans les coulisses, quand on s'est rencontrés la première fois, tu mentionnais le fait que tu avais eu un rapport particulier à ton corps déjà depuis un assez jeune âge. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et comment est-ce que c'est venu influencer, voire conditionner ta jeunesse? Nom d'un clito, témoignage. Oui. Alors, ce rapport particulier à mon corps, c'est que pour moi, je vivais dans ma tête. C'est-à-dire que mon corps, c'était une enveloppe qui me permettait de me déplacer, mais je m'y sentais pas en vie. Je me sentais pas du tout dans mon corps, en fait. J'étais dans ma tête, bonne élève, voilà, scolairement parlant, et être dans ma tête, je pense que ça me rassurait. Parce que comme je suis quelqu'un de très émotif, mais ça je l'ai compris qu'à a posteriori, comme je suis quelqu'un de très émotif et que les émotions c'est dans le corps et que je voulais me couper de ça, parce que dans ma vie d'enfant, il y a eu des événements assez compliqués comme la perte d'une petite sœur, tu vois, quand j'avais 10 ans, ou mes parents qui ont eu pas mal de soucis personnels, professionnels, de problèmes d'argent, etc. Donc comme ça provoquait beaucoup d'émotions et d'insécurité chez moi, je me suis coupée de ça pour pouvoir être que dans ma tête, que dans ma tête. Donc, du coup, mon corps, le grand inconnu, savoir comment ça fonctionnait, c'était complètement pour moi mystérieux. Mhm. Et j'ai fait toute mon enfance et même encore après de la danse et de la GRS, avec de la compétition. Et la compétition, c'était en juste au corps. Et je me trouvais toujours trop grosse. Je me comparais beaucoup et je me voyais moi plus grosse que ce que je n'étais, parce que quand je vois les photos, je vois bien que j'avais un corps classique, hein, mais je me trouvais toujours trop grosse, toujours plus grande que les autres, trop de poitrine. Et donc, au collège, hein, j'ai déjà commencé à faire des régimes, à faire attention à ce que je mangeais, jusqu'à même manger très très peu quand il y avait des compétitions avant, parce que je voulais pas avoir le ventre gonflé, je voulais pas. Donc, mon corps, ce n'était que vis-à-vis du regard des autres que le côté esthétique et de ce qu'il renvoyait aux autres qui était important. Tu es devenue plus tard mère et tu m'expliquais que ce rapport au corps a aussi eu un impact sur la manière dont tu as vécu ces périodes ou cette période où tu étais enceinte. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi c'est venu t'impacter aussi? Mais en fait, je vais être honnête, moi j'ai pas aimé être enceinte. Alors je l'ai pas, je ne me le suis pas avoué tout de suite parce que même le dire, même à mes amis, c'était il y a plus de 20 ans, alors que ce qui est véhiculé, c'est ah c'est génial, nanana, de devenir mère, etc. Moi, être enceinte, ça a été une tannée, j'ai pas aimé du tout. Pourquoi? Bah parce que je me trouvais grosse en fait. Et comme j'ai ce rapport au corps depuis que je suis adolescente, où je me trouve toujours trop de poitrine, trop de ventre, trop de cuisses, voilà, et que d'un point de vue esthétique, pour moi, à mes yeux, me trouver trop, ça ne me plaisait pas.
Donc, être enceinte, c'était pareil, prendre du poids. Donc, qui dit prendre du poids dit, pour moi, à mes yeux, horrible. Donc, je me trouvais horrible. Et donc, j'ai pas aimé du tout être enceinte. Mhm. Mhm. Pas du tout, du tout. Et comme c'est vrai que depuis que j'étais adolescente, étudiante, etc., j'ai eu beaucoup de phases où j'ai perdu beaucoup de poids, repris beaucoup, perdu beaucoup, repris beaucoup. Être enceinte, en plus, je me suis dit, bah, comme je suis enceinte, je vais pas du tout faire attention à ce que je mange, ça sert à rien. Eh ben, j'ai pris 20 kilos à ma première grossesse et 24 à la deuxième. J'ai pas du tout fait attention à moi. Je me trouvais affreuse. C'est important ce que tu amènes parce que c'est pas si évident que ça d'avouer que ces grossesses n'ont pas été ce qu'on montre du conte de fées, de la connexion et tout et tout. Et quel est l'élément qui est venu déclencher cette prise de conscience en lien avec ton rapport au corps? Ben, en fait, c'est après mon deuxième accouchement avec ma fille. Je suis rentrée chez moi. Alors, je savais hein, déjà qu'avec mon corps, voilà, comment dirais-je, j'étais un peu dissociée. Il y avait ma tête d'un côté, mon corps de l'autre. Mon corps me permettait de faire des choses. En plus, je suis danseuse, comme je disais tout à l'heure. Donc, mais la danse, pour moi, c'était un moyen d'expression. Voilà, mais je ne le vivais pas à l'intérieur. Euh, mais c'était quand même un, je vais dire, vraiment l'unique moment où j'étais connectée à mes ressentis grâce à la danse. Pas du tout grâce à la sexualité, ni grâce à la maternité. Et mon rapport au corps a changé quand je suis revenue de la maternité le jour de mon anniversaire, de mes 29 ans, avec ma fille, donc mon second enfant. Je suis montée sur la balance et là, j'ai vu 90 kilos. Et j'ai fait, ouh là là, ça va pas être possible. Euh, En tous les cas, moi, ça correspondait pas du tout à ce que j'étais à l'intérieur, cette image que je voyais à l'extérieur. Et le retour à la maison, quand je me suis vue comme ça, je me suis dit, non, mais il va falloir faire quelque chose parce que c'est pas toi, en fait. Mm. Il y a eu un déclic. Je voyais toutes les vergetures que je ne voyais pas quand j'avais un gros ventre. Donc, tout le haut de mes cuisses, le bas de mon ventre, la fraie. Je me suis dit, non, mais c'est quoi ça? Comme si j'étais arrivée au bout du déni de ce corps et qui me disait, non, mais si tu veux être bien, il va falloir aussi être bien à l'intérieur, hein. Donc, regarde. Et, et donc là, ça a été une grosse claque. Et je me suis dit, il va peut-être falloir que je fasse autrement là. Et vraiment, à partir de là, je me suis dit, je vais perdre du poids, mais je vais pas faire. Enfin, il faut pas, il faut vraiment que j'en perde beaucoup parce que je fais 1,70 m, 90 kilos. On était vraiment on avait passé un cap. Vraiment, c'était compliqué pour moi, même pour. J'avais mal dans le bas du dos. Je suis revenue de la maternité, j'avais la sciatique. Enfin, tu vois, il y avait des problèmes aussi de santé liés à cette surcharge pondérale. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je faisais de la danse, j'avais envie d'en refaire, tu vois, j'avais envie de me remettre au sport et il fallait que vraiment je sois à l'aise dans mon corps. Et donc, j'ai perdu du poids, mais j'ai perdu du poids assez long, enfin, il m'a fallu du temps. Mais je me suis dit aussi, je suis une jeune maman et tu vois, le fait d'être maman pour mes enfants, en fait, je veux pas qu'ils aient une maman aigrie, qui se sente pas bien dans son corps, qui soit toujours frustrée, en colère, agacée parce qu'elle s'aime pas. Mhm. Devenir maman, il y a eu aussi ce reflet-là de, ben, mes enfants, je veux qu'ils aient une maman heureuse, quoi. Je veux être épanouie. Il n'y a pas que moi maintenant. Je suis aussi responsable de deux enfants et quel type de maman j'ai envie d'être. Mais ça passait par être bien moi en tant que femme. Alors j'entends qu'il y a plusieurs moteurs qui t'ont aidé. Il y a le fait que tu t'es commencé à ressentir du mal-être physique, en tout cas des douleurs physiques. Et puis aussi le fait que tu commences à voir ton corps
changer, avoir, avoir cet impact, recevoir cet impact, et le fait d'avoir aussi envie d'être une maman bien, bien dans sa tête pour ses enfants. Et tu as travaillé là-dessus, en fait, tu as fait ces introspections pour voir ce qui se passait en toi, pour reprendre contact avec ton corps, pour devenir, ressentir plus de féminité, de sensualité. Et est-ce que c'est à partir de là que tu as aussi pu t'épanouir sexuellement ou est-ce que c'était déjà plus ou moins présent ou pas vraiment? Alors, il y a d'abord eu une transformation physique, euh, parce que j'ai quand même perdu pas mal de poids. Et il a fallu que je me réadapte aussi, que je me redécouvre, hein. Mm. Parce que même à l'extérieur, il y avait des collègues que j'avais pas vus depuis quelques temps, que je voyais en réunion pédagogique, comme j'étais instite à l'époque. Ah bah dis donc, t'as changé, ah ouais, bah t'es. Puis je voyais dans le regard ah bah dis donc, aujourd'hui, tu t'es plus épanouie, je mettais d'autres types de vêtements, des bijoux. Comme je me sentais mieux, bah je me mettais plus en valeur. Mais au début, ça a été plutôt moi et moi-même, tu vois, et puis me réhabituer à l'image que je renvoyais, le questionnement aussi de est-ce que je vais rester à ce poids-là, ou est-ce que mince, est-ce que je vais faire n'importe quoi, parce que j'avais tellement dans mon enfance et mon adolescence fait du yo-yo avec le poids que des moments où j'étais affamée, où je perdais du poids, et puis des moments où je mangeais plus, je mangeais n'importe quoi. Donc, il a vraiment fallu que je me stabilise. Je me suis fait aussi accompagner par un kinésiologue, par un thérapeute, parce que psychologiquement aussi, j'avais besoin d'aide et de me retrouver. Et c'est quand même quelques temps après que ça a changé au niveau de ma sexualité et ça a été après mon divorce. C'est-à-dire que mon ex-mari, donc je l'ai rencontré, comme je disais tout à l'heure, j'avais 17 ans, ça a été ma première expérience sexuelle. Comme j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, que je j'aimais pas non plus qu'on vienne le toucher, j'aimais pas, c'était pour moi, voilà, bon, évidemment, il y a quand même eu des rapports sexuels, mais je veux dire, c'était pas pour moi un, un plaisir, même si j'ai pu prendre du plaisir à certains moments, mais c'était quand même quelque chose, je me disais pas, j'ai envie d'une relation sexuelle, j'ai du désir, c'était bof, quoi. Et Et je me suis, tout le temps où j'ai été avec mon ex-mari, ça a été une sexualité, on va dire, classique. Je peux le dire là parce que c'est le podcast, donc c'était pénétration, voilà, des préliminaires, et puis ça y est, c'est bon, c'est terminé, quoi. Mm. Mhm. Et pas plus de plaisir que ça. Je me disais même, c'est ça la sexualité. Je sais pas pourquoi on en fait tout un truc, parce que moi, bof, quoi. C'est pas l'éclate, hein. Et puis, il n'y a pas de... Je rejette pas du tout la faute non plus sur mon ex-mari, hein. C'est que moi, perso, j'étais pas à l'aise. Et du coup, bah, dans cette relation, j'étais pas plus que ça attirée par la sexualité. Et ça a changé plutôt après mon divorce. J'ai eu une période de célibat d'un an et après, j'ai fait des rencontres qui m'ont, comme j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon corps, avec moi, j'avais 38 ans aussi, donc j'avais fait des accompagnements avec des thérapeutes. Je me sentais beaucoup plus femme et du coup, ma sexualité, elle a été très, très différente. Et j'avais plus ce regard aussi de mon ex-mari, on a été 20 ans ensemble, qui m'a connue ado, j'étais coincée, machin, après maman. En fait, j'étais avec les nouveaux partenaires que j'ai eus après, j'étais juste la femme. J'étais pas la maman, j'étais pas l'ado, j'étais pas j'étais une femme, point barre. Et je pouvais, comme si je pouvais me redécouvrir sexuellement aussi avec ces nouveaux partenaires. Alors je dis pas qu'il faut avoir de nouveaux partenaires pour se redécouvrir. Attention, hein. Moi ça a été mon chemin. Mais voilà, c'est comme ça que moi je me suis redécouverte avec de nouveaux partenaires qui avaient un nouveau regard sur moi, qui ne m'avaient pas connue telle que j'avais été avant.
Donc, c'était l'occasion pour moi aussi de faire un reset et d'avoir un nouveau regard, quoi. Mm. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Absolument. Puis ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a eu une forme d'autorisation. Tu t'es autorisé à découvrir autre chose. Et puis, effectivement, cette autorisation, il n'y a pas forcément besoin de nouvelles expériences avec d'autres personnes. Ça peut se faire au sein de son propre couple, du couple Bien qui sûr. existe déjà. Mais la manière dont je le vois, c'est que ça vient vraiment de s'autoriser à le faire, s'autoriser à voir autre chose, à s'explorer différemment et puis à s'ouvrir à toutes ces découvertes. Complètement. C'est exactement ce mot-là. Je pense que c'est ça. C'est s'autoriser Mm. à avoir la sexualité autrement. Et du coup, moi, comme je me plaisais davantage, bah forcément, je me laissais aussi davantage caresser. J'avais moins peur qu'on me regarde. Voilà, j'étais beaucoup plus dans l'acceptation de la nudité, de l'intimité. Mm. Donc forcément plus détendu, donc plus de plaisir aussi, hein, c'est clair. Et tu me disais que ta perception de la sexualité avant, c'était assez mécanique, donc il y avait cette pénétration et puis plus ou moins point barre. Maintenant, comment ça se passe dans tes relations? Est-ce qu'il y a une connexion différente? Est-ce que ça change, par exemple, au niveau de tes préliminaires ou de comment tu vois l'autre, comment tu ressens l'autre, et puis tout en te ressentant toi, puisque il y a aussi cette importance de t'écouter toi. Ouais. Alors déjà, j'ai le même partenaire maintenant depuis 7 ans, et avec lui déjà, il y a eu l'autorisation de parler sexualité. Ce que je faisais pas avant avec mon ex-mari. C'est vrai que on se connaissait, j'avais 17 ans, j'avais l'impression qu'il me connaissait, mais il me connaissait pas vraiment de l'intérieur en fait, tu vois. Mais on s'autorisait pas à en parler, enfin, en tous les cas, pas dans l'intimité. Et là, avec mon partenaire, depuis 7 ans, dès le début, ça a été simple d'en parler. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, moi, j'aime bien ça, ben, cette position, parce que bah, il y avait pas beaucoup moins de gêne, de honte en fait à parler de ça. Comme c'était vécu plus facilement, bah, en parler c'était aussi plus facile. Et du coup, je suis tombée avec un partenaire avec qui aussi ça a été plus facile, comment dirais-je, qui est très à l'aise aussi avec son corps, avec la nudité. Déjà, rien que dans la communication, s'autoriser à en parler et à dire, j'aime bien ces pratiques-là, ça, j'aime pas, ça me fait plaisir. Voilà. Et même dans la relation, dans la relation intime, s'autoriser à faire des pauses. C'est pas préliminaire, tac, pénétration, paf, et ça s'arrête quand l'homme a joui, parce que souvent c'était ça. C'est, ah bah ça y est, lui, il a éjaculé, donc c'est terminé, on fait plus rien, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Là, c'est en fait la place du plaisir de chacun, parce que je suis avec un homme, mais après c'est pareil pour deux femmes ou deux hommes, hein. Pour lui, mon plaisir est important, pour moi, le sien l'est aussi, mais ça passe pas forcément que par l'orgasme, c'est-à-dire que les caresses, les mots, on s'autorise à se parler pendant qu'on fait l'amour, à s'arrêter, à rigoler, parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi. C'est beaucoup plus léger en fait. C'est Mm. plus ah c'est quelque chose d'important. Faut réussir à atteindre le truc là parce que ça c'est ça qui est. En fait, ce qui est important, c'est la rencontre, c'est de s'amuser aussi, c'est de passer un bon moment et même dans mes ressentis, comme je suis plus attentive aux caresses, voilà, moi aussi, quand je caresse l'autre, je suis aussi beaucoup plus attentive à ce qu'il peut ressentir. Mhm. Ouais. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des pratiques figure 14 du Kama Sutra avec le truc où on est complètement, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des pratiques simples, mais qui sont connectées et qui sont faites avec une pleine présence et une écoute de l'autre, ça peut apporter beaucoup de plaisir. Oui, puis tu as mentionné des choses super importantes, c'est le fait que
plus tu te connaissais toi, plus tu savais où se trouvaient tes zones érogènes ou en tout cas, qu'est-ce qui te procurait du plaisir. Puis en plus de ça, tu as commencé à le communiquer pour Mm. pouvoir parler de cette intimité avec son partenaire. Et puis, tu vas aussi sous le forme de la découverte du jeu. Il y a pas, c'est vrai que cette performance de faut absolument que ça se termine par l'orgasme. C'est sûr que c'est très agréable, mais quand on se base que là-dessus, ça vient pourrir la connexion. Exactement. Ouais, et puis c'est vrai que, alors, dans leur sexualité, les hommes, en tous les cas, je trouve, moi, dans mon regard, ont ce truc-là de c'est moi qui mène le truc. Et si elle prend du plaisir, ça va forcément être grâce à moi. Si elle ne prend pas, ça sera à cause de moi. Ils prennent la responsabilité de faut que ce soit bien. Non, mais, stop. Ça, c'est une alchimie qui se passe entre deux êtres et quand on est deux. Et cette alchimie-là, c'est les deux personnes. C'est pas un homme qui emmène une femme et qui tiens, c'est grâce à moi si tu vois, t'as vu ce que je t'ai fait. Ah non, en fait, c'est pas c'est important que les garçons se, ne se mettent pas cette pression-là, parce que ça peut être une pression aussi de la réussite, Ouais. et que les filles n'attendent pas, quand c'est une relation hétérosexuelle, hein, j'entends, que les filles n'attendent pas que ce soit l'homme qui les fasse jouir parce que elles pensent que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est un point qui est super important que tu abordes ici parce qu'il y a cette croyance que l'homme est celui qui va amener la femme à l'orgasme, mais si la femme ne se connaît pas et puis qu'elle n'est pas actrice dans sa relation, elle aura beau avoir le meilleur amant du monde en face. Puis je pense que c'est aussi important comme tu dis, que ça soit harmonieux, égal de part et d'autre, parce que pour les hommes, c'est pas non plus agréable d'avoir cette pression sur eux. Je peux imaginer que c'est ce qui provoque aussi éventuellement les pannes, et les questionnements et le mal-être. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus à ces femmes et éventuellement ces hommes qui écoutent pour qu'ils puissent, elles ou eux aussi, qui sont éventuellement en lutte avec la relation à leur propre corps, euh, faire en sorte que ça pèse ou qu'ils fassent les prises de conscience ou par rapport à ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu as vu qui a pu t'aider et que tu peux éventuellement transmettre? Je pense que ce qui est important, c'est de cesser la lutte, justement. Tant qu'il est question de lutte intérieure, que c'est je m'en veux parce que je suis pas comme ci, et puis ça c'est pas bien, et puis ça c'est moche, et puis ça. Tant que c'est un combat, bah, ça va être compliqué. C'est que je m'aime pas, donc je me déteste, donc je me fais du mal. En fait, c'est le chemin à faire, je pense, c'est d'aller plutôt dans l'acceptation pour pouvoir euh, aller vers ce qu'on souhaite en fait. C'est quand je me suis regardée devant la glace, quand j'ai vu comment j'étais et que ça ne me plaisait pas avec ces 90 kilos, il y a eu une prise de conscience et je me suis dit mais il y a pas 50 000 choix. C'est soit à un moment donné tu prends la décision de faire quelque chose pour toi pour que tu te sentes mieux, ou alors tu continues à te détester. Enfin, mais est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie, te détester? Parce que quand on se déteste, on n'est pas heureux non plus avec les autres, hein, c'est compliqué, hein. Donc là, on est en guerre. Et donc, pour moi, ça a été un pas déjà de je vais aller m'apprécier, mais déjà, avant ça, je vais aller accepter ce que je suis. Et en acceptant petit à petit, ben, je me suis fait plaisir, je me suis apporté du bien-être, des massages, voilà, me reconnecter à mon corps, à mes sensations, qu'est-ce que ça me fait là, qu'est-ce que ça me fait là. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et comment tu peux mettre cette
cette notion de plaisir-là au centre de ta vie, mais pour te permettre de transformer ce que tu aimes moins. Donc moi, c'était effectivement, je voulais mincir, mais je voulais pas que ce soit dans le combat parce que c'était ce que j'avais fait déjà pendant 15 ans, quoi. Mhm. Ouais. Et ça marche pas. Donc cessez la lutte, cessez d'être méchant avec vous, quoi. Et même si on n'aime pas tout chez nous, je dis pas que j'aime toutes mes zones, tout mon corps. Tu vois, le bas de mon ventre, j'en parlais tout à l'heure, j'ai plein de vergetures, je dis pas que je suis fan, mais en même temps, voilà, c'est une acceptation de ce que je suis, et ça, les vergetures, ça partira jamais. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me déteste ou est-ce que j'accepte? Parce que de toute façon, ce sera tout le temps là. En tout cas, merci beaucoup, Marianne, pour tes partages, pour ton authenticité, ta sincérité, d'être venue aussi parler de ta vie intime. Merci à toi, et puis merci de permettre aux personnes d'entendre tous ces témoignages parce que je pense que ça peut aider. Ouais, absolument. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère. Je pense que ça doit faire quand même pas mal écho à pas mal de personnes. Et merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Et rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. À très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!